Mais le pire reste à venir. Donc hop, petit point stratégique, du coup ça me permet aussi de parler des pillards Drukhari, oui, hein, parce qu'ils sont là aussi, parce que il y avait tout simplement un petit peu le Bronx, donc ils se sont dit c'est le moment d'aller venir piquer quelques esclaves, etc. Donc comme ça, vous avez aussi les Drukhari, donc voilà, le culte de Génie Stealer, c'est les hachures qu'on a dans ces zones-là, l'Adeptus Mechanicus, surtout ici, là ça c'est un continent, c'est vraiment la zone pure Mechanicus, donc une grande zone orc. Alors après, ça c'est une zone où il n'y a rien en fait, hein. C'est toute la zone au milieu, désolé, avec le désert justement, un petit peu de chaos, vous voyez, des petites poches du chaos, et puis le reste avec l'Imperium, voilà, qui est encore bien sûr, qui est encore présent, et puis le tourbillon, voilà, dont on reparlera pas forcément ici, mais je pense qu'on en parlera dans le prochain tome de Vigilus. Donc là on arrive sur la description des différentes ruches. Alors je vais essayer d'être assez succinct pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et puis pour avancer un petit peu, parce que vous voyez là on est qu'à peine la moitié en fait du livre. Donc on a la ruche Hyperia. Donc il faut simplement se dire que c'est voilà, le siège du gouvernement planétaire, celle où tous les dirigeants vont aller se cacher en dernier recours. Voilà, on va passer assez vite sur ces zones-là. Alors, Megaborealis, ça, c'est la zone, en fait, qui est dévouée au culte Mechanicus. Et cette zone, en fait, est intensément minée par le culte Mechanicus qui va creuser dans les profondeurs de la planète, au tel point que c'est quasiment une sorte de coquille creuse, hein, en dessous de Megaborealis. Et on verra un petit peu plus tard pourquoi il creuse autant dans ses ressources. Le Mortoile, là, c'est l'un des seuls endroits un peu verts de la planète. C'est dans cette zone-là qu'ils font pousser en fait des, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des cactus, je ne sais pas quoi, mais qui vont être la ressource en fait naturelle la plus répandue pour se nourrir, parce que il n'y a pas que de l'eau, hein, évidemment, il faut aussi manger. Ça, ce petit passage-là, ce petit dessin-là, c'était qu'à l'époque, c'était une zone qui était reconnue pour ces cures de rajeunissement en fait, et que du coup les possesseurs en fait de la cité ruche s'en mettaient plein les fouilles tout simplement avec les riches personnes de l'Imperium qui venaient faire leur cure de rajeunissement. Malheureusement, évidemment, avec les conflits, cette principale source de revenus c'est complètement tari, et puis bien sûr personne n'avait envie de tenter le diable en venir sur ces planètes justement pour se rajeunir. D'ailleurs il y a un petit passage sympa, il y a une petite publicité, prospectus promotionnel, donc évadez-vous au Mortoile sur la planète Vigilus et entrez au paradis. Pilotez votre propre aéronef à travers des hectares de forêt de cactus verdoyantes avant d'atterrir dans le dock de la Nouvelle Vitae. Puis, une fois arrivé à l'un de nos célèbres biodômes, laissez la musique des sphères vous bercer. À votre réveil, vous aurez l'impression d'avoir un corps neuf. Venez trouver un nouveau souffle. Voilà, donc c'est sympathique ça, parce que ça c'est un côté vie de l'Imperium qu'on n'a pas forcément en fait. C'est vrai qu'on a toujours le côté extrêmement guerrier, mais hormis produire de la nourriture, se battre, il n'y a pas vraiment de notion en fait de culture culturelle, genre le cinéma, tout ça, etc. C'est des choses qu'on voit jamais. Et là, ce côté publicitaire un petit peu, c'est sympa parce que ça rajoute une petite couche, en fait, une petite richesse qui, je trouve, pour l'instant, manque un petit peu peut-être dans 40 000. Vous voyez, on n'a pas ce côté peut-être un petit peu contrebandier du plaisir, ou on s'évade, ou... Alors évidemment, ça se mêle pas très bien avec l'idée de l'Imperium tout puissant, extrêmement regardant sur tout ce qui se passe en son sein, mais ça pourrait être sympa qu'il y ait des petites zones franches comme ça, un petit peu à l'image d'ailleurs de la Blackstone Fortress qui est cachée dans, j'ai plus le nom de la zone, mais c'est justement le cadre de Blackstone Fortress, hein, le jeu, où vous avez pu voir quelques parties sur la chaîne. Voilà, ensuite la ruche Otek. La ruche Otek, on va dire que ça, c'est le réservoir d'eau de la planète. La plupart des conduites en fait partent d'Otek pour justement distribuer un petit peu l'eau partout dans la planète. Voilà, tout est dit. Alors le fléau de Kailak. Cette zone, c'est alors faut imaginer justement, voyez, le dessin parle bien. Une zone où on a vraiment de la glace, des bâtiments, et puis des ouvriers qui triment pour récupérer des glaçons géants pour pouvoir les réexpédier, parce que c'est de l'eau, tout simplement. Et puis au fond, il y a aussi d'autres choses cachées, on vous en parle un petit peu ici, des prédateurs terribles. Quand on creuse au fur et à mesure, on trouve des choses qu'on n'a pas forcément envie de trouver. Mais là, on se projette complètement dans ces films-là, enfermés dans une base, hop,
Voilà. Alors, la cité casse, ça, évidemment, c'est chez les orques. Donc, c'est tous les restes, en fait, qui étaient des vaisseaux, ou même les épaves, sont ramenés à la cité casse. Les mécanos en profitent pour construire des machines, et ainsi de suite. Ça, c'est assez facile à décrire. Néo-Velum, c'est une lune, c'est l'unique lune qu'il y a autour de Vigilus, et elle est complètement dévouée au Ministerium, donc c'est-à-dire qu'on a tout un tas, vous voyez là, cette image représente encore une fois bien, tout un tas de scribes qui remplissent en fait des rapports à longueur de vie, tout simplement, parce qu'ils ont que ça, enfin c'est leur tâche, hein, vous voyez, un telle une machine, et réduit un peu à l'esclavage, hein, tout simplement. Donc voilà, et puis cette zone était facilement aussi convertie par le culte Stealer, parce que c'est une zone qui est un petit peu plus cachée, où personne ne parle, on est un petit peu dans le secret, tous les adeptes, la plupart sont cagoulés, donc c'est encore plus facile de se fondre dans le décor, personne ne pose de questions, et donc du coup voilà, c'était une des priorités du culte Stealer, et voilà, ça a été réussi. Alors ensuite on a les désolations, c'est des zones de Vigilus qui sont les grands déserts en fait, tout simplement. On va aller un petit peu plus vite. Le tourbillon vulien, alors ça on vous dit que c'est... alors faut imaginer un petit peu, là encore une fois je vais revenir dessus, mais si vous avez vu Mad Max Fury Road, vous avez en fait cette sorte de grande tempête de sable qui balance des éclairs, etc. Alors je sais pas si les vraies tempêtes de sable du vrai monde balancent des éclairs, mais en tout cas voilà, le tourbillon vulien, c'est vraiment cette image-là. On sait que il est là depuis très longtemps. Tout le monde cherche à l'éviter, mais malgré tout, certains disent qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur. Et puis là, on a comme ça une petite phrase comme ça qui vous met là, le petit ticket qui vous dit « Hey, il se passe quelque chose. Je vais vous la lire. Il y a quelque chose là-dedans, vous pouvez me croire. Il n'y a pas de tempête sans œil, et cette tempête ne se dissipe pas. Pas plus que son maudit œil ne bronche d'un pouce. Je parie qu'il y a quelque chose là-dedans, au beau milieu, qui l'affiche en rogne, mais je ne serai pas celle qui ira dedans pour percer ce mystère. » La vénérable Gara Jane, la veille de sa disparition. Donc là, voilà, tac, petit ticket pour vous dire, hey, il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc pour l'instant, on ne sait pas plus, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui va être mis un petit peu plus en avant. Donc Dirkden, c'était une... ça s'est prononcé un Dirkden. C'était une ruche en construction qui se développait bien et qui a été abandonnée. Voilà, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et puis au final, c'est bien sûr le culte Stealer qui a repris en fait cette zone-là, voilà, tout simplement. Ensuite, la roche Dontoria, c'est une ruche extrêmement peuplée, même pour les standards de l'Imperium, donc surpopulation, qui veut dire quasiment main-d'œuvre infinie, donc surexploitation encore une fois, des ressources humaines pour construire tout ce qui est des auto-reliquaires, des reliques auto-sanctifiées, etc., des armes saintes. Et du coup, c'est un petit peu... L'image qui est donnée, c'est un petit peu comme les katachans, vous voyez, qui ont une vie tellement dure que du coup, c'est des combattants, ils passent leur temps à se battre contre tous les oppressés, donc ça en fait des guerriers nés, et la garde Vigilant Guard, donc qui sont l'élite en fait des guerriers originaires justement de Vigilus, et bien on dit que la moitié proviendrait justement de Dontoria qui fait justement un petit peu comme un Cadia, vous voyez, mais là c'est un côté encore un peu plus sale, encore un peu plus pénible. Donc voilà, Dontoria. Donc là je crois que l'image résume à elle seule. Alors non, c'est pas le Mordor, hein. Vous voyez, ils ont rajouté un petit peu de technologie, sinon ça ressemblerait un petit peu au Mordor. Mais voilà, c'est une zone avec des volcans en activité, ce qui permet justement de créer de l'énergie, et puis cette énergie est produite et redispatchée tout au sein en fait de la planète. Et puis bien sûr, quand on travaille entouré de flammes, et ça donne naissance tout simplement à des cultes du feu, etc. Donc voilà, on a tout ce côté-là. C'est quand même, vous voyez, ils ont quand même fait un très gros travail pour aller fouiller et essayer de trouver. Alors c'est caricatural, hein, on comprend bien, mais du coup ça donne comme ça des théâtres de guerre un petit peu sympathiques. On peut vraiment se projeter et dire tiens, je vais me faire une table Storval par exemple, ou une table Treuil de l'Omni-Messie, ou Dontoria, etc. Et donc ça c'est assez sympa de faire toujours un effort comme ça pour détailler vraiment son univers. Alors le Treuil de l'Omni-Messie, tout simplement c'est un ascenseur orbital, donc c'est-à-dire que ça permet d'envoyer du fret directement sur les vaisseaux qui sont en orbite basse. Donc ce treuil il sert à quoi? Il sert tout simplement parce que au bout vous avez s'appelle la fauconnerie de Sacrustora, donc c'est une sorte de station aussi station spatiale qui va capturer les astéroïdes qui sont des sources d'eau et qui sont une des sources principales aussi d'approvisionnement en eau. Donc on capture les astéroïdes et puis on les renvoie en fait à la surface.
forces guerrières. Donc là, on va rentrer plus sur justement la présentation des différentes forces. Donc on n'aura pas beaucoup plus d'éléments que ce qu'on a déjà vu, mais ça permet de faire un petit focus. Donc les forces de l'Imperium, bien sûr, Marnus Augustus Calgar. On a ensuite le fabricateur Vosch de l'Adeptus Mechanicus. Tempérance Blaise, que on verra peut-être que ça peut être un des personnages spéciaux qu'on aura bientôt dans le codex des sorts de bataille, hein, qui devrait sortir incessamment sous peu. Donc pourquoi pas, parce qu'elle est vraiment mise en avant, donc c'est pas impossible de le penser. Ensuite, l'implacable Proctor Commandeur Vénédar de la Vigilant Guard. Voilà. Alors je vous laisse lire ça un petit peu si ça vous intéresse. Après on va regarder un peu plus loin. Donc, encore une fois, des cartes stratégiques avec les différents mouvements. Je ne veux pas non plus trop rentrer encore une fois dans le détail. Hop, on va passer. Alors, les ultramarines. Là, on va arriver sur ce passage-là qui est un de mes passages préférés, hein, le Rubicon Primaris. Donc, de quoi ça a parlé? Ça a simplement parlé de l'introduction en fait des Primaris. Ça, vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, comment l'Imperium perçoit les Primaris? Eh bien, d'un côté, bien évidemment, il y a ceux qui vont les accueillir à bras ouverts en disant c'est des renforts inestimables, ils sont plus forts que les Space Marines. Il faut absolument les incorporer, l'avenir du Space Marine c'est le Primaris, et puis bien sûr il y a tous ceux qui sont de l'autre côté et qui vont penser que ils n'ont pas été créés par l'empereur, donc du coup on peut pas leur faire confiance, seuls ceux qui ont su vraiment prouver leur loyauté durant des milliers d'années peuvent prétendre défendre l'Imperium, etc. Donc les Primaris on leur fait pas trop confiance. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, il y a une sorte de dissension au sein de l'Imperium, au sein des chapitres, au sein même des personnes, c'est-à-dire au sein des différents sergents qui ont pensé des choses différentes. Et puis, il y a un moment donné où la question a été posée, est-ce qu'on peut transformer les Space Marines déjà existants en Primaris? Et à cette question-là, justement, c'est le Rubicon Primaris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certains disaient oui, c'est possible, d'autres disaient non, c'est pas possible. Voilà, débat sans fin. Et à un moment donné, pour résumer, tout simplement, on a Marnus Calgar qui prend le pas, qui dit ok, l'Imperium a besoin d'avancer, on peut pas rester toujours à se poser des questions. Et à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et je pense qu'il est poussé en fait par son désir de se racheter, suite justement à ce qu'on a vu dans Sombre Imperium, le roman Sombre Imperium, où du coup il se sent un petit peu, il a besoin en fait de remontrer qu'il est un des personnages majeurs en fait de l'Imperium, parce qu'il se sent un petit peu diminué par Roboute Guilliman, qui reprend bien sûr les rênes de la Légion. Et puis même si Roboute Guilliman lui fait tous les honneurs en le nommant, je sais plus, mais seigneur commandeur, je crois, quelque chose comme ça, il a toujours ce petit truc qui le gêne, et du coup il se dit là, justement, si de moi-même je paye de ma personne et je fais ce test-là, de savoir de me transformer en Primaris, de voir si c'est possible ou pas, et bien du coup, voilà, ça ouvrira les voies de l'Imperium, et donc c'est ce qui se passe. Et le problème, c'est que au cours de l'opération, il décède. Et ouais, ça c'est un truc qui est assez fou, c'est qu'en fait, voilà, il meurt. Et il meurt. Attention, hein, là encore une fois, on est dans Warhammer 40 000, il va mourir pendant plus ou moins 20 minutes ou 1 heure ou 2 heures, et malgré tout, les machines continuent de le suturer, etc., etc. Et à un moment donné, pouf, il revient d'entre les morts et il revient en mode Primaris. Voilà. Donc il a franchi justement ce qu'on appelle le Rubicon Primaris et prouvé tout à chacun que c'était possible, même s'il y avait un taux de dangerosité assez important, qu'on pouvait survivre et bien sûr revenir plus fort. Et une fois que Marnus Calgar a prouvé que c'était possible et qu'il a payé de sa personne, hein, tout simplement, et bien sûr tout le monde a envie aussi de franchir le pas, et c'est ce qui fait qu'on va retrouver de plus en plus ce côté-là. Alors, si on lit entre les lignes, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que vos Space Marines, ils vont se primarisser au fur et à mesure, et que on imagine que même les plus récalcitrants, même chez les Dark Angel, ils vont pas refuser simplement d'être un petit peu plus puissants, de gagner un point de vie, etc. Donc ça, c'est un passage qui est quand même assez intéressant, parce que c'est assez bien amené, en fait, parce que c'est vrai que si vous voyez des sortes de super-héros qui vont arriver, on va toujours se demander, il y a tous les gens qui vont les voir comme des sauveurs en disant ouais c'est génial, et d'autres qui vont dire non mais attends, faut s'en méfier, on sait pas, faut rester prudent, voilà. Et donc du coup, voilà, là maintenant ça avance, et puis voilà, une petite pensée pour vos petites figurines de Space Marine qui vont se retrouver de plus en plus petites au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'ils vont nous sortir des nouvelles figurines de Space Marine. Je suis pas certain, hein, peut-être en mode vintage, mais
Sinon, je pense qu'on va vraiment s'orienter sur du Primaris. Alors, les forces des Dark Angels, justement, on en parlait. Eux, c'est ceux qui sont, on va dire, le plus réfractaires au Primaris, bien sûr, parce qu'ils ont leur secret, avec la traque des déchus. Et puis, ils peuvent pas se permettre de révéler ça au premier gars-venu, même si c'est un Primaris. Et ce qu'ils ont décidé, et ce qui était assez surprenant, c'est d'envoyer comme émissaire pour se coordonner avec les autres chapitres un lieutenant Primaris. Et le lieutenant Primaris Coden. Donc du coup, Magnus Calgar était assez étonné parce qu'il se dit tiens, c'est étonnant de la part des Dark Angels. Et puis au final, il se rend compte que c'est juste de la poudre aux yeux et que au final, Coden a quasiment aucun pouvoir, qu'il est au courant de quasiment rien et qu'on le laisse comme ça à la lumière pour cacher justement les agissements un petit peu secrets des Dark Angels. On sent que Coden aussi, lui, il est assez triste, assez frustré, mais il se doit d'être loyal en fait à son nouveau chapitre et donc du coup il va faire de son mieux, mais on sent que évidemment il est frustré de ne pas pouvoir du tout contrôler ni être mis dans le bain tout simplement. Malgré tout, les Dark Angels luttent férocement pour sauver l'Imperium, toujours. Alors là, voilà, on repart sur les White Scars. Donc les White Scars, eux, ils ont participé vraiment à tout ce qui est guerre un petit peu dans le désert contre les orques, parce qu'évidemment, ils sont très mobiles, donc on va les envoyer plutôt dans ces zones-là. Et ça, c'est la bataille dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y avait donc une force de la Ravenwing qui passait par en bas, une force des White Scars qui passait par en haut, pour assaillir justement Fort Daka. Et alors que la cité orque allait tomber, et ben voilà, les Dark Angels, sans savoir pourquoi, ils abandonnent le combat, laissant les White Scars seuls avec l'adversité. Et puis, voilà, ça fait que les White Scars ont une petite dent contre les loyalistes Dark Angel. Pourquoi j'insiste sur le loyaliste? Parce que ça me fait marrer tout simplement. Il y a toujours des débats entre les Dark Angels, sont-ils loyalistes ou pas, et c'est vrai que c'est toujours assez amusant. Au final, il n'y a pas de réponse. S'il y avait une réponse, il n'y aurait pas d'intérêt. Le jeu de Games Workshop, c'est justement de faire miroiter. D'un côté, ils sont loyalistes, ils sont vraiment... ils ont à cœur d'aider l'Imperium, et de l'autre côté, ils ont à cœur de régler leurs problèmes internes et de faire en sorte que personne ne sache ce qu'ils ont fait, donc, ou ce qui s'est passé, tout simplement, donc avec les déchus. Et voilà, il y aura, je pense, jamais de réponse pour l'instant, donc on continue à vous battre sur les forums, mais c'est vrai que ça me fait... De toute façon, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de réponse, donc voilà, en attendant... Alors les Imperial Fist, eux, bien sûr, comme ils sont beaucoup plus doués pour la défense, ils sont partis sur le Mortwald pour intégrer en fait le réseau de défense. Et puis on vous raconte tout simplement que rien que de les voir arriver, ça a redonné du cœur à l'ouvrage. Enfin, c'est déjà de toute façon ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ces petites poches là qui viennent renforcer justement comme ça tout le dispositif. Et puis comme ça, hop, ça tient. Et puis les orques se heurtent justement au mur des Imperial Fist. Donc pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est une petite description encore des capacités des Imperial Fist. Alors les Crimson Fist, ça c'est un petit peu plus intéressant. Donc les Crimson Fist, c'est un chapitre qui était en déclin parce que bien sûr leur in-world, c'est leur monde chapitral, c'est vu détruire, donc leur stock de progénoïdes s'est vu détruire aussi, donc c'était un chapitre qui était vraiment sur le déclin, en quête de... pas de sacrifice, mais on va dire qu'il disait que comme c'était plus ou moins perdu, on va se battre du mieux qu'on peut jusqu'à la fin. Et en fait, là, Roboute Gliman est arrivé et a doté le chapitre, a renforcé la moitié du chapitre en Primaris. Donc je pense que c'est sans doute, hormis vraiment les chapitres 100% Primaris, dans les chapitres qu'on a l'habitude de connaître, c'est celui où il y aura le plus de Primaris. Donc si vous avez envie de faire un chapitre quasiment full Primaris avec un tout petit peu de Space Marine classique, et du coup les Crimson Fist ça tombe plus ou moins bien. C'est vrai que moi j'avoue que si un jour je devais me lancer sur du Space Marine, ce serait une première pour moi en 20 ans. J'ai jamais trop aimé le look, mais c'est vrai que les Primaris ils ont un petit côté peut-être c'est ça aussi, c'est le côté la figurine est un petit peu mieux designée. C'est peut-être qu'au final, je réfléchis, c'est peut-être ça qui m'a guidé. Peut-être que j'aimais pas trop les proportions Space Marine, et là sur les Primaris, c'est vrai que c'est un petit peu plus sympathique. On a quand même des figurines qui ont un peu plus de gueule. Donc voilà, là je résume, et voilà tout ce que vous avez trouvé. Un chapitre renforcé qui du coup a à cœur de prouver qu'ils sont là. Ils sont in the place, donc voilà, Crimson Fist en avant. Alors là, rapide tour sur les chapitres 100% Primaris. Donc voilà, chaque fois vous avez un petit blabla. Donc les Castellan of the Rift, eux, ils sont là pour protéger vraiment de l'incursion du chaos. Voilà, pas grand chose à dire. Les Necropolis Oak, c'est un chapitre qui est spécialisé dans la guerre urbaine.
Voilà. Enfin, de toute façon, il y a une quinzaine de lignes, hein, on peut pas en dire grand-chose. Les Son of the Phoenix, alors eux, c'est assez intéressant parce que même dans l'imagerie, ça rappelle quand même... allez, hop, je voulais chercher 2 secondes, on a du violet, on a le mot phénix, non, les Empereurs Children, hein, tout simplement. C'est vrai que cette imagerie m'a fait penser un petit peu aux Empereurs Children, donc je me dis... J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas une sorte de porte ouverte pour faire en sorte que peut-être certains primaris passent du côté obscur? Je sais pas, on n'a pas encore eu ce cas-là. Est-ce que ça arrivera dans l'année encore ou pas? Je ne sais pas. Je crois avoir lu quand même quelque part, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, mais qui avait eu des tests en fait sur les primaris, et qu'il y avait un primaris qui avait échoué. Alors, je sais plus dans quel... je crois que c'était Méphiston qui analysait en fait les primaris. Et du coup, alors que pour lui c'était un espoir pour justement le chapitre des Blood Angels, il y a un moment donné où il y a un primaris où on voit des traces en fait un petit peu du... Non, où c'était chez... Ah, je sais plus, j'avoue que je me rappelle plus où j'étais, c'est les Space Wolf. Non, je crois vraiment que c'était chez les Blood Angels. Mais enfin, il y a tellement de choses, c'est un petit peu dur de se rappeler de tout. D'ailleurs, je pense qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui va nous rafraîchir tout ça. Alors, les Son of the Phoenix, tout simplement, ce qui les caractérise, c'est défenseurs de la foi impériale. Donc voilà, ceux qui vont... ouais, là je repense encore à ce que je parlais tout à l'heure avec les Emperor Children, Son, Phoenix. Voilà, et eux c'est vraiment des défenseurs acharnés de la foi, et c'est ce qui peut justement peut-être les faire pencher. Voyez, on peut très schématiser, se dire que comme ils sont très croyants en l'empereur, à un moment donné peut-être l'empereur va les décevoir, et que peut-être que du coup de façon extrémiste ils vont passer du côté obscur. Bon, je ne sais pas, ça c'est complètement d'hypothèse, mais c'est vrai qu'on a ce côté-là. Je serais pas étonné qu'un jour ils se battent contre les empereurs Children, ce serait encore une fois un beau drama. Alors ensuite les Void Trident, eux leur spécialité c'est les assauts de vaisseaux spatiaux, simplement la défense des zones portuaires, donc voilà, en bleu qui rappelle le trident parce qu'ils ont de l'océan sur leur planète. Voilà. Alors les forces de l'Adeptus Mechanicus, là il y a un petit passage qui est assez sympathique. Donc alors les forces Mechanicus, elles sont celles de Stygie en fait, c'est Stygie qui possède en fait ce monde là. Et ce qu'on va apprendre, c'est que pourquoi en fait Stygie cherche absolument à avoir la main mise sur Vigilus, c'est parce que à l'intérieur il y a de la noctilite, c'est-à-dire la matière dont étaient faits plus ou moins les pylônes de Cadia, vous savez, qui maintenaient en fait le chaos à l'écart du monde réel, de la galaxie, et puis aussi les Blackstone Fortress, et que donc il y a une théorie qui dirait qu'en fait les Blackstone Fortress étaient elles aussi présentes pour lutter contre le chaos et influencer, faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de démons qui puissent se matérialiser, et que bien sûr comme elles ont été détruites dans les guerres gothiques ou précipitées sur Cadia, et bien forcément ça a diminué les défenses naturelles les défenses non naturelles de la galaxie contre le chaos, et c'est pour ça que la cicatrice Maledictum est apparue. Voilà. Donc voilà pourquoi Stygie défend férocement son domaine. Après ça va assez vite. Là on sent que l'Astra Militarum, vous voyez, on a juste ça sur l'Astra Militarum. Bon, il y a ça aussi qui est un petit passage assez sympa, mais on sent que c'est pas le fer de lance de Vigilus, alors que pourtant c'est eux les plus nombreux. Alors la Vigilant Guard, c'est ceux qui sont natifs en fait de la planète, et en fait par rapport aux autres combattants, donc typiquement les Cadiens qui ont été envoyés là, en fait ils sont assez superstitieux, et donc ils vont faire beaucoup de prières, beaucoup de messes, des choses comme ça, et les Cadiens, eux, qui sont beaucoup plus terre à terre, voient ça comme une perte de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'influence vraiment du chaos, ils se sont aperçus que miraculeusement, la Vigilant Guard, il y avait des petits miracles qui sortaient, qui étaient proches d'eux, et de ce fait, maintenant les Cadiens les respectent un peu plus, à tel point que même certains vont insister aux messes. Donc voilà, ce petit côté fluff pour mettre la foi vraiment en avant, ce qu'on a aussi avec les sorts de bataille. Je pense que là aussi c'est une petite pièce pour vous dire, voilà, les sorts de bataille arrivent, la foi impériale. Je pense qu'il y a une volonté de faire ressortir le côté l'empereur agit vraiment, c'est pas juste une croyance. La preuve Sainte Célestine, par exemple, mais c'est une volonté de le faire ressortir de plus en plus, parce qu'on l'a même avec de l'Astra Militarum, qui est juste du garde impérial, on ne peut plus classique. On parle un petit peu des Tempestus, donc les Tempestus qui sont l'élite de l'Astra Militarum. Donc voilà, bon, on va passer parce que c'est pas extrêmement développé. Ensuite, l'Adepta Sororitas, donc avec notre ami Tempérance, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Enfin voilà, d'ailleurs, illustration qui est assez bien réalisée. Enfin, tout ce côté vraiment sombre. Là, je crois qu'on assombrit un petit peu l'image des sœurs de bataille pour... Enfin, je pense que là encore, je pense que c'est une image qu'on va retrouver, peut-être même, oh non, quand même peut-être pas, mais je pensais même la pochette du codex, la couverture d'illustration. En tout cas, ça le mériterait parce qu'on a ce côté vraiment un petit peu plus sombre. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les sœurs de bataille, on les imagine comme des nonnes militantes avec un bolter, tout simplement, avec la foi, mais on n'a pas ce côté vraiment sombre. Et là, ce dessin... Enfin ouais, ça évoque vraiment quelque chose, donc voilà. Alors dans cette partie, on vous parle simplement vraiment de voilà, Tempérance Blaise, qui est donc la canonesse supérieure, celle qui va diriger en fait l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Et ben tout simplement, elle était vouée bien sûr à la défense de l'Imperium, quoi qu'il arrive. Elle en faisait un petit peu aussi qu'à sa tête, mais tout le monde un petit peu la craignait. C'était un peu la dame de fer. Les hauts seigneurs la laissaient gérer un petit peu comme elle voulait, parce qu'ils avaient peur de son zèle, tout simplement, donc de se prendre un petit coup de pistolet infernaux. Voilà. Alors, les Knights de Vigilus, donc là on voit un petit peu la maison terrine. Alors, ce qu'on apprend, c'est que à la fin de cette bataille, en fait, il restait vraiment très peu de Knights et il n'en restait que 4. Donc du coup, je me suis demandé si c'était pas les 4 qui étaient ici. C'est pas explicitement dit. Après, bon, voilà, ils vous en présentent 4, ils disent qu'il en reste que 4. Peut-être que c'est eux. Donc ça peut être aussi sympa de faire cette maisonnée-là, si vous avez envie vous savez pas, vous avez envie de quelque chose de fort, en fait, pour votre historique dans votre armée. Et ben voilà, simplement, vous avez 3 chevaliers, plus un 4e avec le petit armigueur. Donc il n'y a pas que la maison Tyrine, il y avait aussi des Free Blade. Et là, on voit un petit peu ce qui s'est passé sur l'attaque de la flaque de Tonka. Donc les maisonnées de chevaliers ont chargé, et puis vous voyez, il n'y a pas de retour de retraite à la maison terrine, mais pas des Free Blade. Les Free Blade ont été jusqu'au bout pour mourir en fait au combat, tout simplement. Et là maintenant on arrive aux antagonistes, donc ça va être un petit peu plus réduit, et on va commencer avec les orques. Pour les autres, simplement, ce qui s'est passé, c'est que, en fonction justement du vaisseau qui s'était écrasé, se développait une infrastructure qui était justement en rapport. Donc, si par exemple on avait un vaisseau qui était spécialisé dans la construction de boîtes qui tuent ou de mechas plus ou moins, du coup, ça allait partir dans les mechas. Si c'était plutôt des véhicules rapides, ça allait partir sur un cult of speed. Donc là, on a quelques exemples. Alors, le big boss de toute la WAG, en fait, de la speed WAG, c'était Krul Daka. Ça, on va le revoir un petit peu plus tard. Donc là, ça vous dit simplement que dans les débuts, bien évidemment, les champs bastions protégeaient en fait l'Imperium. De fil en aiguille, les orques se sont multipliés et ont infesté l'ensemble de la planète pour finir par être plusieurs milliards en fait d'individus. Et une fois que les champs bastions ont commencé à céder, effectivement, il y avait tellement de troupes orques qu'ils ça a été assez facile pour eux de raser la plupart de la planète. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai dit avec un petit blabla ici. Là, au début, les champs de force protégeaient les humains, on s'embêtait un petit peu. Et puis après, au final, ils ont trouvé de quoi s'amuser. Alors, la course Speed Freak. La course Speed Freak, elle est assez amusante. Là, on va voir un petit peu tous les endroits où ça peut passer. Alors ce qui était embêtant pour les orques, c'est qu'il y avait des grandes murailles ici. Vous voyez ces murailles qu'on voit ici, là et là, qui sont des grandes murailles qui reliaient en fait les cités ruches ensemble. Et les orques en fait du coup pouvaient pas passer à travers. C'était vraiment trop gros, trop costaud. Et donc ce qui s'est passé, c'est simplement qu'il y a un big mec qui a inventé une sorte de dérivé du shock attack gun et qui a créé en fait des tunnels warp à travers les murailles, ce qui fait que la speedwag pouvait continuer et que la course pouvait continuer à passer. Et les chats de guerre comme ça traversaient, ils arrivaient d'un côté, puis hop, ils popaient de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est ce qu'on retrouve en fait avec la figurine alors comment il s'appelle, c'est le Shock Jump Blasta, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, je vous mets l'image, je vous mets le nom, voilà, pour éviter les soucis. Donc voilà, un petit peu les petites poches, là, qu'est-ce qu'on voit, les petites poches du chaos qui se multiplient, les petites poches du culte Stealer. On voit que tout est vraiment disputé, quand on regarde ici, là, à cette époque-là, vous voyez, il y a vraiment un mélange de tout, entre le culte Mechanicus, les orques, le culte Stealer. C'est un petit peu difficile pour toutes ces forces-là. Donc voilà, gros mélange, gros melting pot. On est sur la phase 3, vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il y avait différentes phases. Voilà, là on est passé à la phase 3. Là on voit un peu des différentes places fortes des orques, donc le fort Daka qui était vraiment on va dire le centre principal, c'est là où il y avait en fait le plus gros croiseur qui s'était écrasé, et c'est là que Krul Daka justement avait fait sa base d'opération, donc c'est de là que partait plus ou moins la speedwag. Le cratère de Drogzot,
C'est là où un gros tanker en fait, s'était écrasé. Et donc bien sûr, c'est là où il y avait le plus de carburant. Donc ça devenait un peu la station-service géante. Et puis la flaque de Tanka, c'est là où toute la ville en fait était consacrée à la construction des marcheurs. Donc du coup, dans un premier temps, les boîtes qui tuent, après les dreads de la mort, puis les gorkanautes, puis les stompas, puis les gargants. Donc voilà, ça c'est les différentes zones. Là, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure avec le mur, la muraille, qui empêchait justement le passage de la Speedwag. Et puis ici, là, cette zone là où du coup on pouvait passer à travers avec une sorte de trou warp. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est ici là le raid de l'exode de Dyrgden, c'est que Dyrgden c'était complètement perdu en fait, c'était infesté de cultes stealers à tel point qu'ils ont évacué la ruche. Et donc au bout d'un moment, ce qu'ils redoutaient tout simplement, ben, évidemment, c'était que en fait les cultistes stealers infiltrent les convois qui passaient de Dyrgden vers je ne sais plus Hyperia, voilà. Et du coup ils ont fermé en fait ce passage là. Donc les quelques civils qui restaient devaient être évacués en fait par la route sur le côté, et bien sûr la Speedwag s'en est donnée à cœur joie parce que ça lui permettait de s'amuser tout simplement sur le chemin. Donc voilà, puis après là on voit aussi les raids des Eldari. Alors pour la suite, voilà, on va regarder les forces de Madgoth Murk. Donc là, c'était sur les flèches stygiennes. Vous savez, c'est là où il y a aussi la grande... alors je crois que c'est là où il y a l'ascenseur orbital. Donc on voit que ça a été assailli par le culte Stealer et assailli par les orques, et que les forces du culte Mechanicus, elles, se retrouvaient un petit peu prises entre les deux. Et quand elles revenaient pour essayer de lutter contre le culte Stealer, et bien du coup les orques en profitaient pour enfoncer les avant-postes et puis les lignes de défense, ce qui faisait que du coup ils étaient obligés de revenir en défense. Et puis voilà, comme ça ils n'ont pas pu arrêter en fait le culte Stealer. Donc là on voit les différents vaisseaux qui sont écrasés. Voilà, là, on le revoit là, Fort Daka, on revoit encore le design un peu du vaisseau écrasé, les différentes zones. Alors on parle un peu du big boss Goth Murk qui était même parmi les Goths encore plus violent. Et donc du coup sa cité c'était Krasbourg, qui était une cité vraiment, même pour les standards orques, qui était vraiment crasseuse, pour ça que ça s'appelle Krasbourg, mais que bien sûr il fallait pas en parler devant lui, sinon il rentrait dans une fureur folle, et que dès qu'on en parlait, tout simplement on finissait par mourir. Voilà. Alors force du Big Mech Zogbag. Lui, c'était vraiment le spécialiste du tuning, donc tous les orques de la Speedwag se devaient de passer par son atelier pour améliorer justement en fait les performances de leur véhicule. Là, vous voyez un petit peu, toujours pareil, un schéma stratégique, donc avec le raid sur Mech-Stopville qui a été fait par, alors voilà, Terrine, lance d'adamantium, phalange de bombardement, voilà un petit peu toutes les forces impériales qui sont venues pour essayer de justement raser cette cité, mais ce qui n'a pas été le cas. Là, on parle aussi du l'Abimec de Rakuk, qui est une sorte de bidonville orc. Et après, l'intérêt, c'est que lui, en son sein, il y avait en fait toute une base aérienne orc. Et que l'avantage qu'avaient les orcs, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ils renforçaient, ils construisaient, ils continuaient à faire en fait de l'aviation. Et que même s'il était bien moins performante que celle de l'Imperium, et à chaque fois que l'Imperium perdait un avion, un pilote, c'était vraiment une ressource qu'ils ne pouvaient pas remplacer. Alors qu'au contraire, les orcs, eux, ils avaient vraiment des pilotes qui ont trouvé à l'appel, des avions, ils les construisent à l'appel, et comme ça, de fil en aiguille, comme ça, ils ont pu renverser la vapeur et prendre la domination vraiment de l'espace aérien. Voilà, ensuite... on passe à la bande de Stompa. Donc c'est là où ça vous raconte toute l'évolution en fait sur les boîtes qui tuent, qui devenaient de plus en plus grosses et ainsi de suite. Là il y a un petit passage qui est assez sympa, c'est sur les squigottes de la ruche de Lavorton. Alors qu'est-ce que c'est que la ruche de Lavorton? C'est simplement qu'en fait il y a alors comme ils s'appellent les Runted, c'est ceux en fait, c'est des orques qui vont se dévouer aux squig en fait, c'est ceux qui vont s'occuper, c'est les bergers squig. Et en fait comme c'était pas quelque chose qui était mis très en avant par les autres bandes, eh bien on a l'ancien warboss Snakebite, Ogrok, Bite Spider, Bitespideux, qui du coup lui en fait avait décidé de s'occuper comme ça justement des grottes, parce qu'il voyait que c'était un petit peu délaissé, et puis il disait qu'il y avait quand même moyen de tirer sa petite épingle du jeu. Donc du coup il a même pris possession d'une ruche, et dans cette ruche là il a fait circuler le message que tous les grottes, tous les Gretchin, etc. étaient les bienvenus, et c'était un peu la cité libre pour les Gretchin où ils n'étaient pas persécutés et ainsi de suite. Et donc il s'est dit voilà, si je peux pas être chef ailleurs, je vais être chef au moins des squigs, royaume des aveugles, les borgnes
sang roi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a développé toute son infrastructure voilà, de développement pour arriver à faire des squigots. Vous savez, les squigots, c'est ces sortes de créatures de combat. Enfin, je vous mets une image comme ça, voilà, ça c'est un squigot. Et donc ça, c'est itinérant avec les orques, c'est-à-dire que ça va apparaître spontanément avec la culture orque, et puis ça va se développer, et puis de fil en aiguille, ils vont être de plus en plus gros, et puis bien sûr après ils vont faire des ravages. Donc voilà, ça c'était la spécificité. Et donc la ruche de l'Avorton, c'était une ruche dans laquelle c'était les plus ou moins les grottes qui avaient le pouvoir, parce que bien sûr elles se faisaient aussi exploiter dans cette cité, mais un petit peu moins que partout ailleurs. Voilà. Alors, les forces du culte de Genii Stealer maintenant, donc c'est vraiment aussi quelque chose de très important, hein. Autant au début c'est vraiment les orques qui arrivent, après le culte Stealer, il y a une phrase qui le résume bien en fait ici, c'est « Nous n'étions pas prêts pour cette guerre, les dernières pièces de notre glorieuse révolution n'étaient pas encore en place, mais par les enfants des étoiles, nous vaincrons quand même ». Voilà, c'est ça, c'est le culte Stealer a été obligé, plus ou moins poussé par l'arrivée des orques, de sortir et de quand même se défendre, et puis de mettre en place en fait sa conquête du monde. Donc voilà, alors on vous dit qu'ils sont plusieurs dizaines de millions, tous issus d'un seul et unique Genii Stealer à la base. C'est pour ça que c'est très très dangereux les infestations de culte Stealer. Alors là, on va vous dire qu'au fur et à mesure, des petites particularités en fait sur Vigilus, c'est que comme la planète est suffisamment densément peuplée, eh bien, il n'est pas impossible qu'il y ait un deuxième patriarche. D'habitude, il n'y a qu'un seul patriarche par planète. Il va répandre en fait son culte. Ensuite, il va répandre des agents. Il y a tout un cycle. Hein, vous savez, je vous invite à aller regarder la vidéo Fluff sur le culte Stealer si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais en fait, il y a tout un cycle de reproduction et ce qui va créer en fait, on part d'un Genii Stealer, d'un patriarche. Et après des hybrides, ils ont fini par recréer une souche de Genii Stealer qui peuvent eux-mêmes retourner, infiltrer et créer en fait d'autres sectes. Et puis ainsi de suite, comme ça, créer des poches et puis se répandre de façon exponentielle. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé sur Vigilus, donc des dizaines de millions de membres du culte. Et la particularité, alors là on vous dit, on pense qu'il y a un deuxième patriarche, mais on n'en est pas vraiment sûr, mais c'est quand même très probable. Et comme il y a la lune qui s'appelle, je sais plus son nom, mais la lune l'humaine machin truc, voilà, il n'est pas impossible que justement comme il y a un culte là-bas, eh bien il y ait un deuxième patriarche qui attende son heure, au cas où le premier patriarche viendrait à être assassiné, et ben du coup comme ça, on n'aurait pas coupé la tête du culte puisqu'il y aurait un deuxième patriarche qui prendrait le relais, voilà, tout simplement. Alors, les forces des Azuriani, c'est-à-dire les Eldar de Seman, donc eux, en fait, je vous rappelle, hein, ils étaient intervenus au début pour lutter contre les dirigeants corrompus de l'Imperium. Malheureusement, l'Imperium, du coup, avait pris ça comme une attaque. Après, les Azuriani de Seman voulaient se venger, ils sont revenus, mais entre-temps, Marnus Calgar avait réorganisé le conseil, et puis de fil en aiguille, comme ça, c'était un petit peu la guerre ouverte. Là, après, dans ce passage-là, on vous dit que, au final, quand Marnus Calgar analyse les choses, il se rend compte, en fait, que les Eldar, les Eldari, luttent quand même contre le chaos et se battent dans les hauteurs des ruches pour justement diminuer les forces du chaos. Donc au final, il analyse ça comme étant, s'ils se battent contre le chaos, du coup on va plutôt les considérer comme des alliés. Voilà. Alors ensuite, les forces des Drukhari, donc les Eldari noirs. Donc eux, bien sûr, le but, faire des esclaves, donner de la souffrance, parce que bien sûr leur puissance vient de la souffrance. Tout simplement, il y a un portail caché dans les désolations de... Alors comment ça s'appelle ? Voilà, c'est le fléau de Kaelak, donc c'est la zone glaciaire. En fait, ils ont commencé à venir par là, faire des raids, prendre des esclaves, et de fil en aiguille, ils ont vidé toute la vie impériale qu'il pouvait y avoir sur le fléau de Kaelak, donc c'est les zones glaciaires dont je vous parlais un petit peu avant. Et puis, ils ont fini par se répandre et continuer. Voilà, il y a plusieurs forces aussi chez les Drukhari. Donc il y a les différentes coteries, celle qui aussi avait une dent contre justement les ultramarines, c'est les homunculi, donc qui eux en fait s'étaient trouvés mis à mal en fait par Robout Guilliman dans sa croisade Indomitus, et du coup voulant se venger avait décidé de suivre tous les ultramarines, et donc sachant qu'il y avait une force ultramarine qui allait sur Vigilus, eh bien ils ont détaché aussi une force de leur coterie pour essayer donc non seulement de les tuer mais aussi de les capturer, parce que les homunculi en fait eux ils aiment bien aussi faire des expériences biologiques et ils sont très intéressés par le développement primaris, et donc ils ont envie déjà d'un de lutter contre eux dans les arènes, et de deux d'essayer d'exploiter en fait leur potentiel biologique et génétique tout simplement.
Donc voilà, qui va conclure cette partie fluff sur Vigilus. Combien on a de pages? On a 115 pages. 115 pages, c'est quand même costaud, hein, parce que c'est du vrai fluff bien rempli. Alors après, il nous reste 80 pages, je pense, à peu près. Ça va être une partie vraiment orientée sur la campagne. Vous pouvez mener une campagne, il y a pas mal d'atouts stratégiques, de force, déploiement, etc. Moi, je ne vais pas couvrir cette partie-là, parce qu'il y a Vigilus numéro 2 qui est sorti, et je préfère me consacrer justement à la lecture du fluff de Vigilus numéro 2. Voilà, donc je vous laisse sur cette image-là. Ce que vous pouvez apprécier, c'est que quand on cherche bien, on n'a que du Primaris, même si c'est de l'Imperial Fist qui n'est pas censé être constitué uniquement de Primaris. Là, on voit bien que la nouvelle imagerie véhiculée par Games Workshop, c'est du 100% Primaris. Hein, donc chaque petite pièce comme ça vient se rajouter. Bon voilà, je pense qu'on peut tirer un trait sur nos anciens Space Marine à l'avenir dans les publications. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce format double vous a plu, hein. Vous avez été nombreux à me dire ouais, il faut essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Le problème c'est que je peux pas résumer beaucoup plus court, hein. Enfin ce que j'ai fait là, j'essaie vraiment d'être assez synthétique, mais en même temps si c'est pour dire juste il y a des combats, il y a des orques, il y a des Eldar, hop c'est fini, on n'en parle plus, et que ça fasse que 5 minutes, je vois pas non plus trop l'intérêt. Donc j'ai essayé de couper la poire en deux, je vous ai fait 2 vidéos d'à peu près une demi-heure. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, si vous préférez des vidéos plus longues, ou si au contraire ça vous va bien comme ça, et puis j'essaierai de faire au mieux pour contenter le maximum de monde. Voilà, en tout cas merci à vous, n'oubliez pas, rendez-vous bientôt pour Vigilus numéro 2, alors je sais pas quand, mais voilà, ça sera fait aussi, et puis je peux même pas vous dire s'il y aura un Vigilus numéro 3, étant donné que je l'ai pas lu, on verra à la fin, peut-être si ça suit la Ludic Gathering Storm, il y aura sans doute 3 bouquins, là voilà, vous avez peut-être la réponse, moi pas encore. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusque là, à bientôt.